Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette 30e édition de l'Hebdo IT et Télécom. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Vous êtes revenu de l'autre côté de l'Atlantique. Mais finalement, on y reste, puisqu'on va parler tout d'abord de la conférence Build de Microsoft, avec pas mal d'annonces et j'allais dire la révolution Satya Nadella qui continue. Absolument. Donc c'est vraiment l'ère Satya Nadella qui marque un grand changement chez Microsoft. Donc la conférence Build s'intègre dans 3 conférences. Donc rappelons rapidement, la conférence Build s'adresse aux développeurs. Il y a la conférence Ignite qui s'adresse aux entreprises utilisatrices. Et puis la conférence Worldwide Partner Conference qui s'adresse aux partenaires. Sachant qu'il faut rappeler que le chiffre d'affaires de Microsoft est réalisé à 95% par les partenaires. Donc c'est très important. Donc là maintenant, autant il y avait avant tout un tas de conférences un peu par produit, enfin c'est un peu compliqué, là c'est simple, compréhensible. Donc dans cette, je dirais à cette occasion, il y a eu des annonces, mais je dirais que c'était plutôt la vision de Microsoft qui s'impose de plus en plus, avec à la fois une évolution vers l'open source. Donc là, en particulier, il y a un partenariat qui a été noué avec Canonical pour mettre à disposition l'accès à une interface de commande Linux sur Windows 10, par exemple. Donc on voit bien l'imbrication des deux mondes. À cette occasion, Stock Guthrie, qui est responsable cloud et enterprise group de Microsoft, rappelait que sur Azure, il y a en fait un quart des serveurs qui sont des serveurs Linux. Donc on voit bien que maintenant Microsoft a changé d'orientation. Donc il y a vraiment cette orientation vers l'open source qui est nouvelle, et puis cette idée que en fait au lieu de rester sur ses produits, Microsoft entend devenir une plateforme et de créer son propre écosystème. Et en particulier, donc le premier jour, Satya Nadella faisait part de ce qu'il appelle sa vision nouvelle qui s'appelle Conversation as a Platform. Et donc l'idée, c'est de changer un peu la manière avec laquelle les utilisateurs vont interagir avec les applications. Et en particulier, on connaît Cortana. Donc Cortana, c'est sur les mobiles Windows qui sont très rares, on le sait, mais enfin il y en a quand même. C'est en gros l'équivalent de Siri sur les iPhones. Et donc cette manière d'interagir va s'imposer un peu sur l'ensemble des applications. Et donc là, il y a eu des annonces qui ont été faites, par exemple autour de Cortana, pour mettre à disposition une sorte de boîte à outils qui va permettre aux développeurs de développer des applications pour faire le lien entre les technologies Cortana, donc reconnaissance, langage naturel, machine learning et compagnie, avec d'autres applications. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, le deuxième jour, il y a eu, c'était sous l'ère Scott Guthrie, autour du cloud. Donc là, a rappelé que l'importance du cloud et le développement d'Azure. Bon, on ne va pas donner trop de chiffres, mais en gros, il parlait de 1 million de serveurs sur une trentaine de régions, ce qui a priori est... Alors en termes de data center, il y a eu juste des photos de data center qui montraient que c'était l'équivalent de je ne sais combien de stades de football, mais... Donc Microsoft met beaucoup d'argent avec des annonces autour du cloud. Donc là, on est dans la stratégie mobile first, cloud first que Satya Nadella avait annoncé au tout début. Et donc c'était un peu la déclinaison du rachat que vient de faire Microsoft de la petite société Xamarin. Et donc là, il y a eu des démonstrations intéressantes avec l'intégration des outils de développement Xamarin donc sur mobile et puis Visual Studio. Et donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire que c'est vraiment l'intégration des deux mondes et la prise en compte du mobile et des différentes plateformes, les plateformes iOS, plateforme Android, et puis on va dire Windows, mais enfin, on va se dire finalement Microsoft va devenir le principal développeur pour les plateformes Apple et Android, mais enfin bon, c'est un peu comme ça. Il y a eu, parmi les annonces, il y a eu l'annonce d'un service, un ensemble de microservices qui s'appelle Fabric Platform, en gros, dont l'idée est de permettre, une fois qu'on a développé des applications
pour mobile, de faire en sorte que ces applications puissent, alors en anglais on dit faire scaler, c'est-à-dire en gros ce qu'on a fait pour 10 utilisateurs, on peut le faire pour 150, on parle de millions parce que là on est sur le web et donc les ordres de grandeur sont complètement différents et il faut que ces applications tiennent la route pour un très grand nombre d'utilisateurs. Et puis il y a eu également des annonces qui ont été faites autour de Office 365, avec en particulier l'annonce de ce que Microsoft a appelé Office 365 Connectors. Et là, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire Office 365, c'est vraiment en gros une plateforme et qui devient une plateforme qui va permettre d'accéder aux applications qui vont devenir un peu satellites, de la même manière un peu que comme on voit par exemple sur Facebook, il y a tout un tas de gens qui développent sur la plateforme Facebook. Donc c'est vraiment son café chez Starbucks à partir de son application Office. Exactement. Donc bon, il y a eu la CTO de Starbucks qui est venue faire la démo. Si vous avez envie d'offrir une je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en gros une carte, un petit cadeau pour avoir droit à 4 cafés gratuits chez Starbucks, bah, vous pouvez le faire en 3 clics avec Outlook. Bon, là, on ne jugera pas de la finalité, mais enfin en tout cas l'aspect technique est là. Ou organiser une réunion chez Starbucks. Alors donc tout est intégré avec la localisation, l'heure et tout. Et donc bah, tout ça montre que c'est vraiment un changement d'orientation de Microsoft qui est à prendre en compte. Et dans ce domaine-là, on verra certainement beaucoup de choses qui vont venir dans les mois qui viennent. Alors autre sujet, d'ailleurs on a quand même pas mal parlé finalement durant la conférence Build, c'est l'intelligence artificielle. Et du côté de chez IBM, ça pousse toujours, si je puis dire, au travers de Watson, oui, avec notamment une annonce d'un nouveau centre Watson en Italie. Absolument. Alors, on prend Watson. Donc, Watson, bon, on rappelle Jeopardy, Batu Jeopardy, intelligence artificielle, compréhension du langage naturel. Donc, il y a eu l'année dernière la création d'un groupe, d'une division Watson qui est basée à New York. Et puis, IBM avait beaucoup travaillé dans le domaine de la santé en priorité, a créé en avril 2015 une division Watson Santé, donc Watson Health, qui est située à Boston et qui à terme devrait regrouper 2000 personnes. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un Watson Internet des objets qui a été à Munich, qui va devenir le centre mondial Internet des objets, et on peut le comprendre assez bien puisque Internet des objets, il y a l'aspect industriel et donc ça paraît assez naturel de mettre ça en Allemagne. Et là, c'est IBM qui crée donc en gros un centre Watson Santé pour l'Europe en Italie, à côté de Milan. Donc bon, très bien pour l'Italie. On peut regretter que la France soit un peu absente de tous ces investissements, puisque rappelons que la semaine dernière on avait parlé plutôt de licenciement en France, donc c'est un peu dommage. Et donc en fait c'est une coopération qui a été lancée par IBM avec l'Italie, avec le gouvernement italien depuis un certain temps, dans le cadre d'un projet autour de Milan sur en gros la santé, l'utilisation des big data, l'intelligence artificielle, un projet dans lequel IBM a annoncé des chiffres, bon, pas encore très précis, mais parlait de 150 millions de dollars pour les années à venir, donc c'est quand même significatif. Donc bon, c'est vraiment IBM pousse ses pions avec Watson, avec des déclinaisons concrètes. Et d'ailleurs, quand on regarde la vidéo qui a été tournée de la dernière présentation aux analystes, donc chaque année IBM fait une présentation avec en gros tout le staff qui vient devant les analystes. Celle-là a eu lieu il y a une quinzaine de jours, et bon, ça dure longtemps puisque ça dure toute la journée. Et quand on assiste aux 2 premières heures, on est un peu étonné parce qu'on se demande si on n'est pas à un congrès de médecine plus qu'à une présentation d'IBM. Donc ce qui prouve que IBM est vraiment très orienté dans ce domaine, et il met les moyens puisqu'il a fait l'acquisition de 3 entreprises avec la récupération de données, de profils de patients. Donc c'est vraiment l'exploitation de tout cet écosystème qui est en train de se mettre en œuvre. Alors maintenant, commercialement, qu'est-ce que ça va donner, on va voir. Mais en tout cas, c'est un projet très très important pour IBM. Dommage que pour l'instant, la France n'ait pas encore été très
en tout cas retenu dans cette stratégie-là, mais enfin ça viendra peut-être. Alors, troisième sujet, c'est la fameuse saga FBI contre Apple. Alors là, ça y est, c'est la fin de la saison 1, mais j'allais dire en attendant le retour de la saison 2. Absolument, oui, absolument. Donc là, ça s'est terminé un peu brutalement parce qu'on espérait pouvoir continuer à en parler, mais finalement, le FBI a été apparemment plus efficace qu'on aurait pu le penser, puisque finalement, avec l'aide d'une société dont personne n'a donné officiellement le nom, mais on pense que c'est la société israélienne Celebrite, ou je ne sais pas exactement comment on prononce, qui aurait aidé, une société d'ailleurs avec laquelle le gouvernement français a contracté, et évidemment le gouvernement américain, on parlait de 200 millions de dollars d'achat auprès de sa société, donc c'est quand même important. Donc a réussi à craquer l'iPhone du terroriste de l'attaque de San Bernardino, et donc le ministère de la Justice américain a demandé de laisser tomber, donc de laisser tomber sur ce cas-là, évidemment. Alors évidemment, là il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser, c'est du côté du FBI et du gouvernement américain, s'il a réussi à craquer le code de cet iPhone, on peut se dire qu'il va réussir pour les autres. Et donc, ça met Apple dans une situation un petit peu délicate par rapport au discours habituel qui tenait, de préserver et de sécuriser la vie privée de ses clients. Et donc, pour Apple, ça va être un nouveau défi, finalement, de rehausser le niveau de sécurité de ses iPhones existants et de ses futurs iPhones, sachant que dans cette partie, finalement, le fait que Apple n'ait jamais voulu céder, en particulier, le gouvernement américain avait demandé à Apple de développer ce qu'on avait appelé une espèce de government OS, donc un OS qui permettrait au gouvernement américain d'accéder aux données des iPhones. Mais donc, si ça s'était réalisé, et évidemment, le moment était très opportun, puisque dans l'émotion de cette attaque terroriste, l'opinion publique était assez ouverte à cette idée qu'on puisse accéder aux données d'un smartphone, mais ça aurait créé un précédent. Et donc ce précédent aurait été vraisemblablement exploité dans d'autres affaires. Donc c'est vraiment ce problème-là, ce cas-là est clos, est terminé, mais il va être amené à se représenter de nombreuses fois, et il va falloir statuer définitivement il va falloir statuer sur cette question qui est posée, sachant que les réponses qui sont apportées aux États-Unis et en France sont pour l'instant un petit peu différentes. La loi numérique est en cours, et apparemment en France, le gouvernement français serait plus enclin à imposer aux sociétés de coopérer, alors qu'aux États-Unis, finalement, le cas montre que Apple FBI montre que Apple a pu tenir face au gouvernement américain. Donc c'est vraiment une affaire à suivre. Très bien, ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, une annonce avec la Cloud Week 2016, après l'édition 2015 réussie, j'allais dire l'association Eurocloud remet au pot, ouais, et relance donc une version 2016 de la Cloud Week, dans laquelle on sera d'ailleurs partenaire. Et c'est l'annonce mardi prochain. Absolument. Donc, en gros, on connaît à peu près comment ça va se dérouler, puisque le format sera à peu près le même. Mais donc, mardi, on en saura un petit peu plus. Mais bon, c'est un événement autour du cloud, sachant que, d'ailleurs, on a, nous, publié cette semaine une petite étude du cabinet Synergy Group qui montre l'ultra-dominance des sociétés américaines dans ce domaine. Mais bon, ça, c'est un peu annexe. Donc, la Cloud Week Paris, qui s'inspire un peu de l'idée de la Fashion Week, la semaine de la mode à Paris, mais Fashion Week, ça fait beaucoup mieux. Donc c'est tout un tas d'événements qui sont égrenés sur une semaine, avec deux points forts, qui est le lundi, la conférence des visionnaires. Donc là, c'est un peu des VIP du secteur, et même hors du secteur, qui viennent parler un peu de leur vision sur finalement l'évolution de l'IT dans cette perspective du cloud, puisque le cloud demain, ce sera l'IT d'aujourd'hui. Et puis le
mercredi, dans le cadre de l'Assemblée générale d'Eurocloud, il y aura aussi des tables rondes sur des thématiques diverses et variées. Donc bon, c'est un événement qui intervient début juillet, juste avant le grand calme des vacances, donc la période est assez bien choisie. Et donc, après le succès de la première année, a priori, il n'y a aucune raison que cette année ne soit pas, enfin, ne continue pas dans cette évolution et soit aussi une belle réussite. Donc, en tant que partenaire, évidemment, on soutiendra cet événement et on aura beaucoup d'informations qui seront à réutiliser dans ce cadre-là. Et pour conclure, un petit coup de gueule, parce qu'après la saga FBI Apple, on a, chez nous, la saga des opérateurs avec Orange, SFR, Bouygues, Mobile, Free, voilà, j'ai oublié un. Et puis finalement, c'est tombé vendredi, une petite conclusion. Tout ça pour pas grand-chose. Oui. Tout ça pour ça, on connaît la formule. Là, il y a aussi l'autre formule, la chanson, là, tu veux ou tu veux pas. Finalement, c'est tu veux pas. Donc, il y a eu la déchéance de nationalité, 4 mois on va dire de parlotte pour rien, pour arriver à retirer le projet. Là, c'est la négociation, évidemment, c'était la négociation entre Bouygues et Orange. Au premier lieu, mais il y a les autres intervenants. Il y a le gouvernement, il y a Free et SFR qui étaient censés en récupérer une partie. Et donc, en gros, les deux protagonistes ne se sont pas mis d'accord sur le montant. Donc ça, c'est en général assez classique. Bouygues était absolument, inflexible sur ces 10 milliards d'euros. Pardon, on est en Europe, 10 milliards d'euros, alors que sa société est valorisée à 6. Donc évidemment, ça fait un gros écart. Orange, finalement, voyait ça d'un pas très bon oeil parce que mettait au pot beaucoup pour ensuite redonner à SFR et Free une partie de tout ça. L'État n'était pas d'accord sur le montant de l'action Orange. Donc tout ça fait que ça tombe à plat et c'est un peu triste parce que c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Et puis alors il y a toujours cette discussion 3 opérateurs, 4 opérateurs, enfin bon. Donc finalement on s'en sort pas de secteur des télécoms mobiles en France. On a vraiment mal. Le gouvernement est très, très présent, présent directement et présent via Orange. Et donc, on ne sait pas très bien ce qui va arriver, mais en tout cas... c'est sans doute comme le FBI versus Apple, on en reparlera. On en reparlera, il y aura peut-être une saison 2, on ne sait pas laquelle, mais ça sera à suivre. Très bien, merci Guy pour cette analyse, merci à toutes et à tous. Et puis en attendant cette fameuse saison 2 des opérateurs, on vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Hebdo Vidéo. Merci, à bientôt.